Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réalisée par l'agence Mediaspace. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité, à savoir les NFT. Alors, qu'est-ce donc que les NFT ? Eh bien, pour m'aider dans cette tâche, on reçoit aujourd'hui Sarah Bouraga qui va tout de suite se présenter pour nous expliquer un petit peu d'où elle vient. Bonjour Sarah. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Je m'appelle Sarah Bouraga, je suis chargée de cours à l'UNAMUR et outre mes activités justement à l'université, je suis également consultante freelance dans mes domaines de prédilection qui sont l'analyse business, tout ce qui touche aussi aux data et évidemment la blockchain. Ok, bien merci d'être avec nous déjà. Et je propose de démarrer, on va directement commencer avec une première question. J'ai envie de dire NFT, acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se cache derrière ? Ouais. Donc NFT, c'est l'acronyme de Non-Fungible Token, donc jeton non fongible si tu veux le traduire en français. Mais avant de parler de NFT, je pense que c'est important de rappeler un tout petit peu ce que c'est une blockchain, parce que c'est justement la technologie sous-jacente au NFT. Donc si tu fais un peu de recherche sur Internet, tu vas souvent retrouver une définition qui ressemble à une blockchain, c'est un registre distribué dans lequel sont stockées des transactions et ce registre est structuré sous la forme d'une liste reliée de blocs ou une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain. Et la blockchain va offrir plusieurs avantages comme notamment la transparence, la décentralisation, la protection de la vie privée et l'immutabilité. Donc ça, c'est une définition évidemment qui fonctionne, mais j'aime beaucoup aussi la définition que donne Bettina Warburg, qui est une experte et une chercheuse en blockchain, et elle définit ou elle explique la blockchain comme étant un moyen d'échanger avec n'importe qui dans le monde. Donc si tu prends l'application Vinted, en fait, tu pourrais utiliser la blockchain exactement comme Vinted, mais en échangeant directement de pair à pair, donc directement entre acheteurs et vendeurs, sans passer par un intermédiaire. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart de nos transactions, on doit justement faire appel à parfois un grand nombre d'intermédiaires. Alors, ces intermédiaires nous permettent de garantir l'exécution de la transaction, ce qui est évidemment positif, mais par contre, ils peuvent aussi rendre la transaction plus lourde, plus coûteuse, moins performante. Et donc, ce serait intéressant d'avoir justement un outil qui nous permette d'échanger, donc de garantir toujours cette transaction, mais sans passer par des intermédiaires humains. Donc, des banques, des institutions, des entreprises, peu importe. Et la blockchain, justement, permet de faire ça. Donc, si je prends l'exemple de Vinted à nouveau, donc si je veux revendre un sac parce que je l'utilise plus, première chose que je peux faire, c'est regarder dans mon entourage si quelqu'un est intéressé. Ça marche, sauf que je suis assez limitée en termes de nombre de personnes que je peux toucher. Donc, je peux me tourner vers une application comme Vinted. Là, ça m'élargit le nombre d'acheteurs potentiels, mais il y a deux problèmes. Premièrement, c'est que Vinted fait office d'intermédiaire à nouveau, donc il va rendre la transaction plus coûteuse, moins performante. Et deux, il y a tout cet aspect aussi de protection de vie privée. Donc, on est quand même de plus en plus réticent à l'idée de partager nos données perso avec le monopole des GAFAM. On le fait quand même parce qu'il n'y a pas énormément d'alternatives, mais on n'est pas hyper confortable avec ça. Et donc, la blockchain, justement, peut pallier ces limitations. Donc, imaginons une application Vinted, mais version blockchain. Vinted on chain, why not ? Tu pourrais faire exactement la même chose que sur Vinted, sauf que derrière ton écran, ce serait plus une entreprise, mais ce serait du code, un programme informatique. Et les entités qui exécuteraient ta transaction, ce seraient les nœuds du réseau. Donc, en gros, ça, c'est la blockchain. Ok. Les tokens dans tout ça, ou les NFT dans tout ça, donc la blockchain supporte deux types d'actifs. Les crypto-monnaies et les tokens, les jetons. Ces jetons peuvent représenter différents types d'actifs et en général, on fait la distinction entre les actifs ou les objets interchangeables et les objets uniques. Et cette distinction, elle se traduit par les deux types de tokens fongibles et tokens ou jetons non fongibles. Donc, ces jetons non fongibles représentent justement des articles ou des actifs uniques qu'on ne peut pas interchanger. Alors que les tokens ou les jetons fongibles, eux, peuvent être échangés entre eux parce que ce qui les définit, ce n'est pas leurs caractéristiques uniques, mais c'est leur valeur. Exemple, l'or. 1 kilo d'or, tu peux l'échanger contre 1 kilo d'or.
Tu ne vas pas faire la différence entre les 2 kilos. Alors que les actifs non fongibles, donc les NFT, là, tu vas faire la distinction entre l'actif A et l'actif B. Donc, c'est ça, en gros, un NFT. Alors, on parle surtout du domaine artistique pour les NFT, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient être exploités avec cette technologie ? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on entend beaucoup parler de l'application des NFT dans le monde de l'art, mais tu as plein d'applications différentes possibles. Parmi les premières NFT, tu avais les CryptoKitties. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un jeu vidéo où tu vas en fait élever des petits chats, et ces petits chats, ils sont uniques et ils sont représentés par des NFT. Et donc là, tu as un NFT, on est un peu, je trouve, un hybride entre jeux vidéo et objets de collection. Donc tu as les jeux vidéo, tu as les objets de collection, les cartes de sport par exemple. Je ne sais pas si c'était vraiment hyper populaire en Belgique, voire même en Europe, mais aux États-Unis, tu avais toute cette frénésie autour des cartes de baseball, par exemple, qui se vendaient à des montants faramineux. Tu peux avoir ça aussi au niveau des NFT. Je pense d'ailleurs que la NBA, la NFL en ont sorti. Et plus près de chez nous, je crois que le PSG aussi a créé des NFT. Donc voilà, il y a déjà ces applications-là. C'est sympa. Mais ce qui est beaucoup plus impactant et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les NFT dans, par exemple, le monde immobilier. Donc tu pourrais en fait avoir ton titre de propriété représenté par un NFT. Ou, de manière encore plus générale, les actes notariés pourraient être représentés sous la forme de NFT. Ce qui est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu vas être officiellement le propriétaire de ta maison, mais tu vas pouvoir le prouver facilement et ce sera infalsifiable. Tu as aussi les diplômes, un peu dans la même veine, donc les universités ou les écoles en général pourraient en fait livrer leur diplôme sur une blockchain. Le MIT l'a fait. Et plus près de chez nous, l'Université de Lille a fait un POC récemment. Je pense qu'au Luxembourg, ils étudient ça aussi. Tu as aussi tout ce qui est certificat d'authentification, d'authenticité plutôt, des pièces de luxe. Donc là, je vais prendre l'exemple d'Ariani, qui est une application décentralisée qui vise, par exemple, à combattre la contrefaçon sur le marché du luxe. Donc, il y a différentes solutions qui existent aujourd'hui, mais elles ont toutes des limites. Donc, tu vas avoir le certificat ou la preuve d'achat version papier. Ça fait le taf, mais c'est assez vulnérable comme solution. Enfin, tu peux le perdre, on peut te le voler, tu peux l'abîmer, on peut facilement le dupliquer. Donc, ça, c'est gênant. Tu peux aussi faire authentifier ta pièce de luxe par un expert. C'est assez coûteux. Et en plus, les faux, les contrefaçons sont de plus en plus réussies. Et donc, il faut vraiment un expert high level pour détecter que c'est un faux. Tu as aussi les enregistrements sur le site web de la marque. Mais là, tu vas partager des données perso, donc des données sensibles. Donc, ce n'est pas génial en ce qui concerne la protection de la vie privée. Donc, pour pallier à ces limites, tu as une application qui s'appelle Ariani qui a développé un produit où les acheteurs peuvent enregistrer leur nouveau sac, par exemple, sur l'application. Et en faisant ça, en fait, ça va créer automatiquement un lien pour établir une preuve de propriété du sac, 1. Et 2, ça va aussi prouver que le sac est un vrai. Pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce qu'après, si la personne veut revendre son sac dans le futur, elle pourra prouver très facilement que, 1, elle est véritablement le propriétaire, donc elle a le droit de le revendre, et 2, que le sac est un vrai. Donc ça, c'est hyper positif. Et pour les marques, ça a aussi des avantages parce qu'on peut imaginer que les marques commencent à établir des relations privilégiées avec ses clients, elles peuvent développer une communauté intéressante, elles peuvent proposer des offres ou du contenu exclusif, elles peuvent encourager l'économie circulaire. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, notamment un potentiel marketing pour les marques à ce niveau-là. Donc, les NFT, ça ne se limite pas à l'art, loin de là. Et finalement, ce n'est pas non plus qu'une histoire digitale, ce que tu expliques, effectivement. Exact. C'est, contrairement à ce qu'on peut entendre ou lire très vite, où c'est
très vite cadenassé à l'univers digital. Pas du tout, en fait. On peut vraiment l'exploiter de façon beaucoup plus large. Exact. C'est vrai que pour les actifs digitaux, c'est beaucoup plus développé ou beaucoup plus avancé actuellement. Et donc, pour les homologues objets physiques, ça prend un peu plus de temps. Mais je trouve que, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer parce que, effectivement, ça fonctionne aussi pour les objets physiques. Eh bien, justement, par rapport à la création, finalement, de ces NFT, finalement, qui peut créer ces NFT et comment on les crée, finalement? Ouais. Tout le monde peut créer un NFT et c'est relativement simple. En gros, pour créer un NFT, tu as 2 étapes. Premièrement, tu vas publier un smart contract sur une blockchain. Et deuxièmement, tu vas appeler ou exécuter une fonction de création du NFT. Et cette fonction va te demander en général 2 paramètres. Un, le récipient, donc c'est-à-dire l'adresse blockchain, donc par exemple l'adresse Ethereum si on est sur la blockchain Ethereum. Donc l'adresse Ethereum qui va recevoir le NFT. Et deuxièmement, la fonction va te demander les métadonnées du NFT. Donc le nom, une description, le fichier, donc ça peut être une image, une vidéo, une chanson, peu importe. Donc elle va te demander ces 2 éléments-là. Et en fait, une fois que tu as rentré ces éléments-là, eh bien, ça va créer un NFT sur la blockchain. Le créateur doit aussi avoir un wallet qu'il va lier à l'application. Mais en gros, avec ça, on est bon. Si je prends l'exemple d'une application qui s'appelle Foundation, donc c'est une application qui permet aux créateurs, donc on est dans le monde de l'art, donc, mais au moins ça va parler à tout le monde. Donc si tu es créateur, eh bien, tu peux créer des NFT et les mettre en vente. Et si tu es collectionneur, tu peux acheter des NFT. Donc on va prendre l'exemple d'un photographe qui veut mettre ses photos sur une blockchain, donc créer des NFT pour ses photos. Qu'est-ce qu'il va faire sur Foundation? Il va créer un profil. Donc, il va devoir configurer un wallet avec quelques Ethers dessus. Enfin, voilà. Et une fois qu'il a ça, il va pouvoir créer un profil et il va pouvoir créer ce qu'on appelle une collection sur Foundation. Et cette collection, en gros, c'est un smart contract qui va créer un container pour ces NFT. Donc, imaginons le photographe, il veut créer une collection Namur et dans sa collection, il va mettre des photos de spots sympas de Namur. Donc, il crée sa collection et il publie, il déploie le smart contract sur la blockchain Ethereum. Une fois qu'il a fait ça, il peut ensuite créer les NFT. Donc, il va uploader, en gros, simplement une photo d'un spot sympa de Namur. Il va signer, en quelque sorte, c'est confirmer la création du NFT. Et une fois que ça, c'est en place, en fait, le NFT va être publié sur la blockchain, donc va être contenu dans la collection Namur. Alors, quand je dis il va déployer un smart contract, il va entrer les métadonnées du NFT, ça peut paraître un peu mystique et on se dit mais oh là, il faut des compétences assez importantes en programmation, mais pas du tout, parce que c'est que du clic. Donc c'est via une interface et donc c'est que du clic, c'est uploader un fichier et puis boum, ton NFT est créé. Donc c'est vraiment hyper accessible pour toute personne qui a un ordi et un accès à Internet. Ok. C'est déjà une bonne nouvelle, ça, donc. Ouais. Et donc, tu parlais d'Ethereum aussi, donc ça me fait penser aux crypto-monnaies. Ouais. Et parce qu'on voit qu'on parle que ces 2 termes sont souvent utilisés. Ouais. Donc, c'est quoi finalement la différence fondamentale entre des crypto-monnaies et des NFT? Ouais, bonne question. Donc, la technologie blockchain, comme j'ai dit, supporte 2 types d'actifs et en général, on fait la distinction entre les crypto-monnaies et les tokens ou les jetons. Et donc, dans les tokens, tu as les tokens ou les jetons fongibles et non fongibles. Et donc, tu as les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, en gros, ce sont les monnaies de base d'une blockchain. Donc, Bitcoin, c'est la monnaie de base de la blockchain Bitcoin. L'Ether, c'est la monnaie de base de la blockchain Ethereum. Et donc, ces monnaies, ou ces crypto-monnaies, en gros, elles te permettent de payer, par exemple, les frais de transaction. Ou tu peux aussi payer un NFT avec de l'Ether. Et donc, les blockchains vont, en gros, contrôler quelle adresse possède quel montant de crypto-monnaie. Mais
Pour faire très très simple, crypto-monnaie, c'est monnaie de base d'une blockchain. C'est tout. Ok. Et donc les NFT, on ne peut les acheter qu'avec des crypto-monnaies ou avec de l'argent classique, j'ai envie de dire? Non, typiquement, ce sera avec des crypto-monnaies. Et pour acheter, entre guillemets, des crypto-monnaies, souvent, tu vas utiliser une monnaie, dollar, l'euro, etc. Ok. Et finalement, la valeur des NFT, comment ça se définit? Ouais. Là, je vais faire très 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 bref. Mais en gros, c'est simplement une question d'offre et de demande. Donc la valeur de ton NFT va varier en fonction de l'offre et la demande. C'est tout. Donc c'est aussi si on reprend l'exemple d'une création, parce que je pense que l'exemple est facile, sur ce qu'on en parle Exact, beaucoup. ouais. Là, évidemment, c'est l'importance de l'artiste, ou est-ce qu'il est connu, ou tout d'un coup, quelqu'un va le faire connaître parce qu'il va acheter à prix fort peut-être une de ses œuvres, et donc tout d'un coup, c'est finalement, comme tu dis, classique, l'offre et la demande qui jouent son jeu. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et voilà, si un artiste, si on reprend l'exemple donc de l'art, mais donc si un artiste tape un prix énorme pour un NFT et que personne l'achète, ben là voilà, il y a pas convergence entre l'offre et la demande. Donc c'est uniquement ça. Donc en soi, quand on se demande mais qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté aujourd'hui, là c'est un peu jouer avec des projections, se dire ça peut-être ça vaudra de l'argent plus tard si on est dans une optique de vouloir gagner de l'argent avec ça. Alors ça peut être aussi une optique de collectionneur peut-être, ouais. Mais donc aujourd'hui c'est très difficile de pouvoir conseiller quelqu'un, tiens, qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté aujourd'hui? Tout à fait. Et d'ailleurs, je ne vais pas mouiller. Mais plus sérieusement, je suis pas la mieux placée pour donner des conseils en investissement. Donc, je ne vais pas donner des pointeurs sur qu'est-ce qu'il faut acheter. Mais je donnerai quand même quelques conseils ou recommandations très, très génériques. C'est avant d'investir dans des NFT, je pense que c'est vraiment important de connaître un minimum la techno sous-jacente, donc la blockchain. Comprendre, pas être expert, mais vraiment un peu comprendre les grands concepts. Deuxièmement, je pense que c'est très important de faire les recherches sur le projet dans lequel on veut investir, parce que tu as tout. Tu as des projets qui tiennent la route à 100% et tu en as d'autres qui sont des grosses arnaques. Donc, il faut vraiment pouvoir faire le tri. Je dirais aussi, comme tu l'as dit un peu, le marché est encore fort volatile, donc je dirais investir uniquement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et puis, si on se lance en tant que collectionneur de NFT, je dirais dans un premier temps, en gros, acheter des trucs qui nous plaisent, quoi. Ouais. Voilà. Moi, si quelqu'un dans mon entourage me demandait des conseils, moi je dirais ça, pas plus. C'est déjà bien. Merci. Finalement, c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit, mais si on se pose simplement la question, voilà, mais c'est quoi l'intérêt des NFT? Bon, on a déjà quelques points par rapport à la discussion qu'on a eue, mais voilà, si on doit résumer quelques grands points sur l'intérêt des NFT, ce serait quoi? Ouais. Tout à fait. Je vais me répéter, mais c'est important, je pense, pour synthétiser. Ouais, tout à fait. Donc, premièrement, ça permet de maximiser les revenus des créateurs, des artistes. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, moi, je ne parle pas des gros artistes qui font des millions par an, mais tu vois, les artistes un peu plus modestes, entre guillemets, et je dis ça... ouais, exactement. Mais qui ont du mal, en fait, à se faire connaître ou... à percevoir beaucoup sur la vente. Donc là, je pense que c'est un enjeu important. Ça peut vraiment avoir un impact important pour eux. Parce que, ils vont être reconnus comme étant le créateur d'une œuvre bien spécifique. Si cette œuvre, elle est vendue et revendue après sur le marché secondaire, ils vont percevoir des royalties. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, peut vraiment avoir un impact. Ça peut être intéressant aussi pour tout ce qui est gestion des événements. Donc, tu vois, pour les gros événements culturels ou sportifs, tu as toutes les dérives un peu du marché secondaire aussi. Donc, des gens qui achètent, qui se mettent au taquet le jour de la vente sur leur ordi, qui chopent plein de places et puis qui les revendent après à des prix... Voilà. Eh bien, tu pourrais en fait pallier ce problème-là avec la blockchain. Il y a d'ailleurs une start-up namuroise qui développe un produit de gestion des tickets pour les événements. Tu peux avoir, j'en ai parlé, la gestion des
certificat d'authenticité de pièces de luxe. Donc j'ai parlé d'Ariani avec... j'ai pris l'exemple d'un sac, mais tu as aussi des solutions pour la gestion des diamants. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vas être sûr que ton diamant est un vrai, mais tu vas aussi avoir, ou tu peux aussi avoir, en fait, toutes les informations de la chaîne logistique. Tu vois, s'assurer que le diamant a été sourcé dans des conditions correctes pour les personnes qui ont travaillé sur la chaîne. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis voilà, pour les objets du monde réel ou les objets physiques, comme j'ai dit, on n'est pas encore aussi avancé que pour les objets ou les actifs digitaux, mais il y a vraiment pas mal de potentiel. Donc j'ai parlé des actes notariés, donc tu pourrais avoir ton titre de propriété sous forme de NFT. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'à nouveau, tu vas pouvoir prouver très facilement que tu es effectivement le propriétaire de telle maison ou de tel terrain et personne ne pourra venir modifier ça. Donc c'est infalsifiable. Donc, voilà, on n'est pas encore arrivé à ce stade-ci, en tout cas avec des solutions vraiment matures et robustes, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir parce que je pense que ça peut avoir un impact assez important. Mais justement, c'était une question qui me venait à l'instant. Tu parles de potentiel. Et si... sans faire la boule de cristal, mais si on fait quelques projections, ce serait quoi les grandes étapes qui risquent d'arriver par rapport à tout ce qui est NFT et ou blockchain, si on élargit vraiment le sujet. Je dirais que dans un premier temps, tu vas avoir il y a plusieurs solutions qui sont en train de se développer concernant la gestion de la supply chain. Donc, pour moi, c'est un des cas d'utilisation les plus intéressants parce que tu vas avoir typiquement différents intermédiaires assez indépendants. Donc, ce n'est pas une même entreprise qui va intervenir, tu vois, à chaque étape. Et donc, la blockchain peut là vraiment avoir un intérêt et un impact assez important parce qu'elle va pouvoir maintenir un registre unique. En tout cas, une version unique. Et chaque intervenant va pouvoir mettre à jour ce registre de manière transparente. Et donc, pour le consommateur final, c'est hyper intéressant parce qu'il va pouvoir en fait avoir une vue à nouveau transparente sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit final qu'il a acheté. Donc ça, pour moi, c'est un des éléments les plus... sans doute un des éléments les plus intéressants de la blockchain. Mais avant d'arriver à ça, ça va passer par, ça va continuer à passer par l'art, sans doute le sport. Tu vois, je t'ai mentionné l'exemple de la NBA, la NFL, le PSG. Je pense que ça va passer par là et donc un peu du show-off, des trucs qui ne sont pas forcément hyper utiles pour la société. À nouveau, aucun jugement de valeur, mais ce n'est pas ça qui va transformer la société. Je pense qu'on va devoir passer par là avant d'arriver à une utilisation plus mainstream de la blockchain et des NFT. Parce que là, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'est pas vraiment dans l'utilisation mainstream, malgré tout. Non. Et on évoquait le fait que malgré tout, c'est quand même accessible. Quand on se posait la question, est-ce que c'est possible de créer rapidement aujourd'hui soi-même des NFT ? Donc tu évoquais le fait que ce soit quand même accessible. Mais si on voulait simplifier un peu le travail pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui vont nous écouter, ce serait quoi les ressources clés que tu pourrais conseiller pour se dire, tiens, je veux me lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce qu'il y a des documents ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à suivre ? Peut-être te suivre sur une ou l'autre plateforme pour en apprendre davantage. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de ressources disponibles sur le net. Donc là, on a vraiment de la chance, que ce soit pour la blockchain ou n'importe quoi. Donc on peut vraiment tout apprendre sur le net. Il y a peut-être justement un peu trop de ressources, donc c'est difficile de faire le tri. En général, moi, je vais vers les ressources officielles. Donc si tu vas sur... le site d'Ethereum, tu as vraiment une documentation qui est hyper claire. Il vulgarise assez bien.
Et sinon, les personnes qui sont intéressées peuvent aussi aller consulter le site de Wildchain. Donc c'est un réseau en Wallonie qui vise à promouvoir l'utilisation de la blockchain. Et on a mis en place une toolbox. Et donc pour différents thèmes liés à la blockchain, on a identifié 2-3 ressources intéressantes si les gens veulent justement se lancer dans le Web3, dans la blockchain, dans les NFT. Donc rendez-vous sur Wildchain pour avoir une vue, pas exhaustive, loin de là, mais c'est pour mettre le pied à l'étrier, quoi, en gros. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour toutes les réponses, pour les différents éclaircissements, c'était vraiment très intéressant. Donc encore une fois, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion sans doute de reparler du sujet. Donc tu es la bienvenue pour revenir et qu'on puisse parler de NFT, de blockchain et peut-être d'autres éléments technologiques. Donc voilà, encore merci et à bientôt. Avec plaisir, merci.